Bonjour, nous allons commencer le cours. Le titre du cours que j'ai mis est un peu prétentieux. Ce n'est pas très prétentieux, même ce n'est pas l'œuvre de Kukai, évidemment. Ce sont quelques aspects de l'œuvre de Kukai que l'on va évoquer aujourd'hui dans la mesure au moins où ils sont pertinents avec le propos général du cours, n'est-ce pas, qui est la théorie du langage, enfin, là aussi c'est un peu exagéré, mais disons les idées sur le langage de Kukai. Son œuvre écrite est très riche et surtout diverse d'une certaine façon. Vous l'avez sans doute compris de ce que nous disions l'année dernière, l'œuvre écrite, je dis l'œuvre peinte, mais je ne pense pas qu'on dit l'œuvre écrite. Alors je dis l'œuvre écrite de Kukai est bien de son temps, pour ainsi dire, en ce qu'elle est exclusivement de langue chinoise. Si elle avait été plus tardive, nous aurions pu dire en style chinois ou en sino-japonais. Mais ainsi que nous l'avons vu, l'époque était la valorisation du chinois moderne, pourrait-on dire, c'est-à-dire contemporain, prononcé tel qu'il l'était sur le continent. Tout semble montrer que Kukai pensait réellement en langue chinoise lorsqu'il écrivait. De même que les indications qu'il nous a laissées sur son séjour en Chine, pour bref qu'il ait été, vous savez peut-être un an, grosso modo, 805-806, enfin une partie 804 est revenue en 806, ces indications donc suggèrent clairement qu'il avait un dialogue direct avec les Chinois qu'il a rencontrés. On pourrait certes penser qu'il ne faisait que simplifier la narration en omettant son truchement, comme le font certains voyageurs de nos jours encore. Vous savez, lorsqu'on vous raconte « je parlais avec tel commerçant chinois », et en général, il y a un guide à côté, le voyageur qui écrit sa relation ne parle pas directement. Mais nous savons que dans le cas de Saicho, qui était en Chine en même temps que lui, le moine Gishin, le disciple de Saicho, lui avait été attaché spécialement comme interprète. Et rien de semblable ne nous est parvenu à propos de Kukai. Ce qui voudrait dire donc qu'il pouvait parler directement avec les Chinois. De même, si des wakas nous sont parvenus sous son nom, aucun ne semble authentique. Ici encore, à la différence de Saicho, dont les poèmes japonais qui sont conservés, très peu nombreux, sont de facture si maladroite que ce serait presque une garantie d'authenticité. Car on ne voit pas pourquoi ils auraient été conservés autrement. Nous en avions évoqué un l'an dernier, vous savez, Anokutara Sambodai no Hotoketachi, etc., ce qui est à peine un waka. Les œuvres de Kukai, donc, sont toutes rédigées en chinois, bien que la tradition postérieure leur ait appliqué le procédé de lecture explicative utilisé pour tout texte de chinois, c'est-à-dire le kundoku. Mais ces lectures explicatives sont nettement plus tardives et ne peuvent nous aider qu'indirectement à l'intelligence du texte, puisqu'elles ne reposent pas sur une tradition contemporaine de l'auteur, semble-t-il. Dans le bref exposé que nous ferons de cette œuvre, il importe de la diviser en deux grandes parties, qui ne seront pas différenciées par la langue, mais par le contenu. Il y a d'une part les œuvres que l'on peut qualifier de littéraires, voire philologiques. D'autre part, les œuvres concernant la doctrine et la pratique bouddhique. Voici encore un autre trait de Kukai qui le distingue de la plupart des grands moines japonais qui ont, comme lui, écrit en sino-japonais, ou en chinois classique. Les deux facettes de son œuvre ont franchi les siècles de façon presque indépendante, l'une de l'autre. Et la séparation disciplinaire des études au Japon a fait que de nos jours encore, les spécialistes du Kukai, auteur littéraire profane, ignorent le plus souvent son œuvre bouddhologique, et vice-versa, sauf pour un de ses ouvrages que nous allons voir tout à l'heure. Mieux encore, ce sont souvent les sinologues qui étudient en profondeur ses œuvres profanes, davantage que les historiens de la littérature japonaise. Et il est vrai que par bien des côtés, on peut le considérer comme un écrivain chinois à part entière. Cela a bien sûr été aidé par la tendance qui était encore prédominante au Japon jusqu'à tout récemment, qui a changé, qui est en train de changer, de séparer la littérature de langue japonaise, donc la littérature japonaise de langue japonaise, et la littérature de langue chinoise faite au Japon. Ce qui est un peu absurde, mais nous faisons la même chose en Occident, n'est-ce pas ? Les histoires de la littérature française laissent en général tomber complètement le pan latin de la littérature française, qui est presque aussi important, voire plus important, jusqu'au XVIe siècle. Il y a d'ailleurs à ce sujet un fait significatif qui ne relève pas de l'œuvre même de Kukai, bien qu'il ait des rapports avec lui, nous allons le voir,
mais nous éclaire sur la profondeur et l'envergure de son intérêt pour les lettres chinoises, ou du moins de l'intérêt des lettrés japonais de son époque. Avant de continuer, oui, je voudrais, pour ceux que ça intéresse, donner quelques conseils bibliographiques. Tout d'abord, voici 3 livres très, très faciles d'accès, enfin, au moins en bibliothèque, parce que, à part le dernier, je pense que les autres ne sont plus disponibles en librairie. Mais donc, M. Hakeda Yoshito, n'est-ce pas, qui avait fait Kukai Major Works, qui traduit la plupart des œuvres courtes que nous allons évoquer ici. Ensuite, Alan Grappard, Alan George Grappard, malgré le prénom américain, c'est un Français, qui a enseigné aux États-Unis. Kukai, la vérité finale des 3 enseignements, c'est une traduction française du Sango Shiki, que nous allons voir tout à l'heure. Et puis ce livre qui est en train de devenir un classique dans les études du bouddhisme japonais en Occident, Abe Ryuichi, The Waving of Mantra. Voilà, ce sont ces trois livres que je voulais vous conseiller d'accès très facile avant de continuer de reprendre notre thème. Donc ce fait significatif dont je voulais vous parler, c'est que avant sa mission, bien avant la mission en Chine de Kukai, donc au 8e siècle, avait été rapporté au Japon un récit chinois intitulé, alors Yuseng Kutsu, je prononce tout en japonais, je vous donne la translittération chinoise aussi pour ceux que ça intéresse, mais c'est donc le Yuseng Kutsu, que l'on peut traduire. Il y a beaucoup de façons de traduire. Il faut avoir lu pour traduire à peu près correctement. À première vue, ça serait alors, oui, une traduction anglaise qui a cours en ce moment, c'est Le voyage à la grotte des immortels. Mais j'ai l'impression que du point de vue chinois, ça ne se tient pas, n'est-ce pas? Il aurait fallu mettre Yu Senkutsuki ou quelque chose comme ça. Mais ça veut plutôt dire, si on considère la grammaire chinoise, la grotte où s'ébattent les immortels, n'est-ce pas? Où l'on s'ébat avec les immortels, alors, ce you a évidemment le sens de s'amuser, s'ébattre, et aussi changer de place pour aller recevoir un enseignement. Immortel, c'est l'immortel ou les immortels. Il faudrait un duel, ça serait plutôt les 2 immortels, et le mettre au féminin. Je préférerais le traduire par le titre un peu nervalien de L'antre des fées. C'est l'œuvre d'un lettré d'un lettré chinois, bien sûr, du nom de Zhang Zhou, Chosaku en japonais, et dont le nom complet est Cho Bunsei, n'est-ce pas, Zhang Wencheng, dont on sait qu'il est mort en 730. De 3/4 de siècle avant la légation japonaise de Kukai, et lorsqu'il a été transmis au Japon, probablement vers le milieu de l'époque de Nara, n'est-ce pas, vers 750. Est-ce la délégation est-ce l'ambassade de Ganjin qui l'a rapporté? On ne sait pas. Ce ne serait pas impossible. En tout cas, c'était un récit, c'était un succès de librairie de l'époque lorsqu'il est arrivé au Japon. Alors, c'est un récit qu'il serait très exagéré de qualifier ne serait-ce que de leste, malgré la réputation qu'on lui fait souvent, mais dont la matière est toutefois indubitablement d'un discret érotisme. Il s'agit de l'histoire d'un jeune lettré qui se rend en mission officielle vers l'ouest et, arrivé dans une contrée montagneuse, demande l'hospitalité dans ce qu'on comprendra être la demeure d'adeptes taoïstes. Ici, 2 jeunes veuves, avec qui il passera une nuit qui lui restera inoubliable. Ce livre a probablement été très en vogue à son époque, mais est-ce à cause de son caractère sinon sulfureux, du moins futile pour un lettré qui se respecte? Le fait est qu'il a disparu sur le continent chinois, alors que les Japonais l'ont précieusement gardé et fait circuler. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est rédigé dans un style particulier, qui se développa et fit florès sous les 6 dynasties et les Tang, avant de tomber en désuétude sous les Song. Ce style est appelé, alors il y a plusieurs appellations, n'est-ce pas, Pianwen, Bembun en japonais, souvent traduit par style parallèle, plus spécialement Shidoku Bembun, c'est-à-dire style parallèle alternant les syntagmes de 4 et 6 syllabes. Il y a d'autres appellations que je vous passe ici. Il semble en outre, et ça c'est assez intéressant justement pour notre propos,
Il semble en outre que la tradition de kundoku, donc la lecture explicative de ce texte, qui s'est perpétuée au Japon jusqu'à nos jours, remonte à l'époque de l'empereur Saga, c'est-à-dire justement à l'époque de Kukai. Cette lecture explicative fait l'objet d'un récit pittoresque qu'on trouvera chez Abe et Ryuichi, je vous y renvoie, impliquant comme de juste un ermite qui connaît par cœur le récit en japonais. On peut facilement imaginer, mais ce n'est qu'imagination, que les deux illustres amateurs de lettres chinoises qui étaient Saga et Kukai ont lu et commenté ensemble ce texte lors de leur rencontre, qui, si on en croit les anecdotes postérieures, furent assez nombreuses. C'est justement en ce style qu'est rédigé ce qui est presque certainement le premier ouvrage de Kukai qui nous soit conservé. Nous avons la chance même de l'avoir en deux versions, séparées par le voyage en Chine de son auteur. Il est certain qu'il a été remanié, mais fort peu, la seconde version ne comportant en plus que la préface, avec le court passage autobiographique que je vous ai lu la dernière fois, et le poème final. Nous avons donc la chance extraordinaire de posséder encore le manuscrit autographe de la première version, de la main de Kukai lui-même. C'est un manuscrit qui est classé trésor national au Japon, dont le titre était « La convergence des sourds et aveugles », Roko Shiiki. Bon, le caractère ko pour aveugle est un peu rare, mais il est explicite, n'est-ce pas, avec la clé de l'œil. Shiiki, alors notre ami Alain de Grappard traduit par la vérité finale. Shiiki voudrait, si l'on le lisait en kundoku, ça pourrait être lu comme Kisuru tokoro o sasu, n'est-ce pas, qui indique le point de retour. C'est pour ça que j'ai traduit par convergence. Ce sont des enseignements différents, mais qui, en fin de compte, vont vers la même chose. Et ici, on pourrait traduire donc la convergence. Il y a maintenant une collection qui s'appelle, je crois, telle ou telle chose, par exemple le bouddhisme pour les nuls, ce serait à peu près la même chose, ce serait la convergence pour les sourds et aveugles, c'est-à-dire sourds et aveugles à la doctrine bouddhique. Donc, comment montrer le chemin qui converge vers la vérité, les chemins qui convergent vers la vérité suprême pour les gens qui n'y entendent rien. Et donc, ce texte aurait été rédigé par Kukai à l'âge de 24 ans, 23 ans, n'est-ce pas? C'est bien évidemment sous son titre plus tardif, Sango Shiiki, la convergence des trois enseignements. Alors, vous avez remarqué que toutes ces lectures sont très particulières, et je dois dire, et là encore, il y a un petit mystère langagier. Pourquoi lire cette formule, Sango Shiiki, en une sorte de lecture onde, n'est-ce pas, qui est tout à fait bizarre pour les Japonais qui liraient maintenant Sankyo ou Sangyo Shiki. Mais la lecture Kyo, Go pour Kyo, est certainement une lecture Goon, mais qui s'est imposée au cours des âges. On verra l'importance de ces considérations tout à l'heure. Donc c'est sous ce titre de la convergence des trois enseignements, Sango Shiiki, que cet ouvrage en 3 livres, Sankan, est encore assez connu au Japon. On pourrait même dire que c'est l'œuvre la plus connue de Kukai, au moins par son titre, car peu de Japonais contemporains sont capables de lire le style chinois exubérant que ce jeune génie, vous savez que l'un de ses noms d'enfance, semble-t-il, était Shindo, l'enfant prodige, vous vous en souvenez, a su déployer dès 797. Donc. Kukai est fidèle au canon stylistique chinois qui prévalait à l'époque des Tang, au moins en ce que son élocution était tout sauf simple et directe. En plus de la prose rythmée selon les règles du style parallèle, l'emploi à jet continu de l'allusion littéraire et historique nécessite des lecteurs au moins aussi érudits que l'auteur. Les commentaires qui en ont été écrits de l'époque de Heian jusqu'à nos jours, sur un texte, somme toute, qui est assez court, puisqu'il fait quelques dizaines de pages en traduction, mais les notes doivent doubler ou tripler le volume total, donc, qui témoigne donc de la difficulté et de l'intérêt de cette œuvre. Du point de vue du style, Kukai suit la vogue de la caverne où s'ébattent les immortels, de l'antre des fées, et mieux encore, il fait une allusion directe à ce livre dans son texte. La caverne devait être, en raison de son style, très prisée des bons lettrés, connaisseurs intimes du chinois littéraire. Que Kukai n'hésite pas à se mesurer à l'auteur chinois en rédigeant son opuscule dans le même registre littéraire, nous en dit long sur son ambition d'écrivain.
tout en évidemment critiquant l'antre des faits comme livre futile, presque de perdition. Il se pose déjà ici une question d'importance. En quelle langue pensait Kukai lorsqu'il rédigeait ce magnifique exemple de prose chinoise ornée? En quelle langue entendait-il être lu? À la première question, nous n'aurons sans doute jamais le moyen de répondre. Bien que la famille des Hatto, vous savez, la famille maternelle de Kukai, soit censée être d'origine chinoise, il est peu probable qu'une connaissance satisfaisante du chinois parlé ait pu s'y transmettre au long des générations. Pas plus que l'Aïnou dans la famille des Saeki, qui était sa famille paternelle et que l'on fait parfois remonter au Aïnou, n'est-ce pas? Nous ne pourrons y répondre que partiellement. Mais pour ce qui est de la seconde question, nous pouvons au moins essayer d'y réfléchir. Il est en effet certain que l'enseignement du chinois classique, le Kambun, dans les institutions officielles se faisait, nous l'avons dit, selon les deux modalités. Du Kango, d'une part, donc, qui désignait la même chose que la lecture phonétique, les Kaon en quelque sorte, et du Kundoku, la lecture explicative. Puisque Kukai a rédigé et fait circuler son brillant opuscule en 797, il avait déjà bénéficié de la réforme de lecture de 792, dont vous vous souvenez, et qui modelait la prononciation phonétique sur la langue contemporaine de Chouan. Nous pouvons donc être certains que c'est selon cette prononciation qu'il a pensé et rédigé son œuvre. Et en faisait-il automatiquement, pour ainsi dire, car c'était la méthode traditionnelle dans les daigakuryo, dans les institutions supérieures d'enseignement, une transposition en lecture explicative en kundoku? Rien n'est moins sûr. Et les premières lectures explicatives de ce texte sont bien plus tardives, ce qui n'empêche pas une transmission orale. Il est d'ailleurs manifeste pour tous ceux qui se sont essayés oralement, sans s'appuyer sur un texte balisé avec les kaeriten en vue du kundoku, que cette transposition est l'une des plus difficiles qui soit. Vous savez qu'on peut, avec un peu d'habitude, on peut arriver à lire plus ou moins, je ne dirais pas à livre ouvert, mais assez rapidement, un texte en Kambun en lecture explicative, c'est pas en kundoku, il y a des automatismes qui se créent. Pour ce qui est de Kukai, de ce livre de Kukai en tout cas, c'est extrêmement difficile. En bref, le texte est si chinois par l'abondance du vocabulaire, le rythme de la phrase, et n'oublions pas que le rythme fondamental en chinois est ce qui trahit le plus l'origine japonaise d'un texte en Kambun. On voit lorsqu'un japonais s'essaye à écrire en chinois, à moins d'être un excellent lettré, c'est le rythme même, la syntaxe de la phrase qui trahit le fait qu'il est japonais. Ce n'est pas l'incorrection, c'est le rythme. Alors, y compris les assonances qui ne sont perceptibles qu'à la lecture phonétique, mais surtout les tournures si spécifiques qui embarrassent constamment celui qui essaye de les transposer en japonais. Il est donc manifeste qu'il est difficile de le lire autrement qu'en chinois. Il semble, devant ces difficultés, que Kukai n'ait pas du tout tenu compte de la lecture japonaise de son ouvrage et qu'il l'ait conçu pour n'être lu qu'en chinois. Ou en tout cas, il a mis des bâtons dans les roues de ceux qui s'essayeraient au kundoku, n'est-ce pas? C'est sans doute ce qui en fait sa qualité exceptionnelle, même dans l'ensemble de la littérature japonaise de style chinois. Et cependant, l'anecdote contemporaine concernant le kundoku de l'antre des faits nous laisse penser que Kukai faisait aussi de son texte une sorte de défi à l'érudition de ses compatriotes. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Rien ne peut être comparé au Sango Shiiki dans la littérature de Heian, malgré la riche production en prose et poésie de l'époque. Mais au-delà du style, c'est avant tout le contenu qui doit nous intéresser. Car le propos de ce livre, sans être révolutionnaire, est toutefois fort original dans la littérature japonaise. Ainsi que l'indique le titre, il s'agit pour le jeune religieux, on ne sait pas s'il était déjà ordonné à l'époque, à première vue c'est peu probable, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc il s'agit pour ce jeune religieux ou aspirant au bouddhisme de comparer les trois doctrines, enseignement, religion, car le caractère kyo, oshie désigne tout cela à la fois, qui sont distingués depuis fort longtemps dans la civilisation chinoise sous le nom de confucianisme, Ju en japonais, le taoïsme, Do, donc, et le bouddhisme, Butsu. Donc vous avez Jukyo, Dokyo, Bukkyo. Ceux qui lisent des ouvrages de sinologie ou sur la pensée chinoise en anglais, dans les langues, rédigés surtout dans les pays américains, auront remarqué maintenant que les anglo-saxons essayent d'éviter le terme confucianisme pour traduire Ju
en disant que c'est une espèce de réduction occidentale, pour ne pas dire orientaliste, du sens de ce mot. Vous allez voir tout à l'heure que si ceux qui traduisent confucianisme, jeu par confucianisme sont coupables, ils le sont avec beaucoup de gens, et à commencer par Kukai lui-même, puisqu'on verra qu'il fait clairement allusion à Confucius pour cette doctrine. Les anglo-saxons donc refusent maintenant de traduire ce terme, et ils parlent du zhu, n'est-ce pas, à la chinoise, ce qui d'abord est très difficilement prononçable pour les occidentaux, et me semble quand même une occultation du fait que c'est une doctrine qui se réclame de la lignée de Confucius. Mais enfin, ici, c'est un aparté, mais c'est quelque chose qui est en train de gagner. Je conseille aux gens de s'en tenir au mot de confucianisme. Mais ce n'est pas un simple traité comparatif des religions, comme on essaie parfois de le faire croire dans les appréciations modernes de Kukai, dans l'idée qu'un tel anachronisme revaloriserait un texte qui n'a nul besoin de l'être. Je doute que l'on puisse trouver des textes qui répondent à cette définition de traité d'histoire des religions dans les littératures anciennes d'Extrême-Orient. Mais il est certain que le livre de Kukai peut se situer dans un mouvement qui se développe en Chine à l'époque. Je pense bien sûr au célèbre ouvrage de Zongmi, Shumitsu en japonais, 780-841, moine chinois dont on voit qu'il est l'exact contemporain de Kukai. Grand connaisseur à la fois du Chan, du Zen donc, et du Huayan, du Kegon, Zongmi, Shumitsu, entre autres œuvres très importantes, a publié un opuscule comparable à celui de Kukai, intitulé Genninron, Yuanzhenlun, que j'ai traduit, c'est un texte que j'ai traduit autrefois, qui avait été traduit d'ailleurs auparavant par Masson-Oursel dans le journal asiatique, et je l'ai traduit sous le titre de... Alors, on le traduit souvent comme l'homme originel, n'est-ce pas, ou l'origine de l'homme. Je préfère le traduire, pour des raisons que j'ai expliquées ailleurs, à la recherche de l'homme. Le terme gen ici ayant le sens de aller à la recherche de la source. Zongmi, dont le propos est presque identique à celui de Kukai, puisqu'il se veut aussi une évaluation de l'efficacité salvifique des trois enseignements, les expose un à un. Commençant par des considérations cosmologiques, l'auteur chinois passe aussi par le confucianisme et le taoïsme, pour terminer par le bouddhisme, considéré comme la seule doctrine qui explique de façon satisfaisante l'origine de l'homme. À comparer les deux textes, on ne peut que remarquer la similarité de leurs propos, bien que l'expression en soit fort différente. Et on pourrait observer, de façon presque paradoxale, que le style du chinois Zongmi est beaucoup plus simple que celui du japonais Kukai. Il serait naturel de penser, de par une sorte d'habitus inévitable chez les japonisants que nous sommes, que l'influence se soit exercée du continent vers l'archipel. Mais le fait est que le Genninron est postérieur au moins de 30 ans au Sango Shiiki, dont on estime la date de rédaction, donc le Genninron, à la période 828-835. On ne peut donc imaginer une influence de l'un sur l'autre. Il serait tentant de penser que le religieux chinois ait pu avoir connaissance de l'opuscule japonais, que Kukai aurait lui-même apporté de Chine afin d'y montrer ses talents littéraires. Mais rien ne peut le prouver pour l'instant. Et les quelques rencontres qu'on peut y trouver ne compensent pas une assez considérable divergence de point de vue. On observe notamment que Zongmi Shumitsu est plus généreux ou tolérant que Kukai à l'égard des doctrines non bouddhiques, leur accordant une part de vérité, alors que Kukai se montre plus exclusif dans son éloge du bouddhisme, reléguant les autres doctrines dans l'erreur. On s'accorde généralement à voir dans le texte de Shumitsu une réponse aux opuscules de Han Yu, donc Kan Yu en japonais, de 768-824. Je ne m'étends pas sur lui, c'était un confucianiste pur et dur qui a écrit au moins 2 traités très polémiques contre le bouddhisme, l'accusant entre autres d'être une religion étrangère et qui n'apporte rien à la perfection de l'homme que le confucianisme peut amener dans la civilisation chinoise. Donc, ça sera pour ce qui est de Shumitsu, c'est une réponse à Kan Yu, n'est-ce pas? En tout cas, on voit que Kukai n'était pas un simple imitateur de la pensée chinoise de son temps, mais qu'il se montre d'une réelle originalité, et qu'à l'aune de l'histoire globale de la pensée de l'Extrême-Orient chinois, il peut faire ici figure de précurseur.
Il y a évidemment dans plusieurs ouvrages chinois antérieurs des comparaisons entre les trois doctrines, mais des ouvrages entièrement consacrés à ce thème sont pour le moins très rares. On ne les trouve que dans des recueils dispersés comme dans le Hongmingzi et le Guanghongmingzi, n'est-ce pas, le Gumioshu. Ici, nous avons vraiment chez Kukai une démarche qui est tout à fait originale. Présentons brièvement cette première œuvre de Kukai, car nous allons voir qu'elle n'est pas sans rapport avec notre propos. Nous avons déjà dit un mot de sa teneur. Malgré ce que voudraient certains modernes, il ne s'agit pas d'un essai de religion comparée, donc, mais bien de l'itinéraire d'un esprit inquiet en quête du salut. Pour ce faire, Kukai recourt à un stratagème narratif en présentant une sorte de double, l'un de ses neveux, décrit comme un bon à rien qui fait le désespoir de son oncle, lequel va lui présenter successivement 3 maîtres, chacun dans son propre enseignement. Ceux-ci vont présenter tour à tour les doctrines des 3 grands patriarches. Et je donne ici les noms tels que Kukai les donne dans la préface, n'est-ce pas? Shaku dit Ko, n'est-ce pas? Donc Shaku, c'est Shakyamuni, n'est-ce pas? Le Bouddha. Ri, c'est Li Tan, n'est-ce pas? Le nom personnel de Lao Tzu. Et Ko, c'est évidemment Ko-shi, c'est Confucius. Donc vous voyez bien que ici c'est par ordre en quelque sorte hiérarchique, n'est-ce pas, selon Kukai. D'abord le patriarche bouddhiste, ensuite le taoïste et en dernier lieu le confucianiste. Alors que nous allons voir que ça va aller en sens contraire dans la narration. Donc on voit bien que pour Kukai, Ko, je, c'est Ko, n'est-ce pas? Le confucianisme, je, est bien la doctrine de Ko de Confucius, ce qui rend la critique anti-orientaliste de ce terme du confucianisme un peu manquant d'à propos. Alors donc, on ne sera pas surpris que c'est l'enseignement du premier qui culmine en dernier dans l'itinéraire du jeune protagoniste et qui l'emporte. L'ouvrage finissant sur un poème rajouté dans la seconde édition, post-voyage en Chine, un péant triomphal sur le bouddhisme, appelé loi du véhicule unique de l'immortel d'or. Kinsen Ichijoho, on serait plutôt tenté de lire Konzen, mais c'est dans le bouddhisme. Vous savez, c'est une allusion directe à ce fameux rêve de l'empereur Ming des Han, n'est-ce pas, qui voit un immortel d'or se poser sur son toit, le toit de son palais, et qui envoie une ambassade en Inde pour chercher cette doctrine, puisqu'un de ses ministres lui explique que cet immortel d'or est le fondateur d'une religion, d'une doctrine, plutôt d'un enseignement de l'Ouest. Alors c'est une allusion directe à cette relation. Et notez bien Ichijo, le véhicule unique, qui est aussi une appellation qu'on trouve souvent dans le Sutra du Lotus. Vous allez voir pourquoi je dis ça maintenant. Kukai était bien sûr familier du Sutra du Lotus. L'un des attraits de ce texte est l'inventivité des noms donnés aux personnages, qui est bien dans la veine des écrits plaisants des lettrés chinois, souvent d'inspiration taoïste, ou de certains textes didactiques où les noms mêmes doivent signifier quelque chose, procédé qui est d'ailleurs qui nous est familier dans nos littératures classiques. Le neveu perdu, débauché de Kukai, qui est en quelque sorte une sorte de pré-Kukai, s'appelle donc Shitsuga, croc de sangsue. Son oncle étant corne de lièvre, Tokaku. Le représentant du confucianisme, et là on peut penser à une certaine impertinence de la part de Kukai, car on peut dire que ce n'est pas le genre de l'école confucianiste, a pour nom poil de tortue, Kimo. Donc là, tout ça, ce sont des noms plaisants, contradictoires dans les termes, y compris pour le confucianiste. Et à partir des 2 suivants, nous entrons dans un autre registre, je dirais. Le taoïste s'appelle néant, Kyobu. On serait tenté de lire Kyobo ou Kyomo, mais la lecture Kyobu est effectivement une lecture Kang, et une variante de Kyomu, n'est-ce pas, donc qui veut dire le néant, le rien. Comme on le voit, toutes ces appellations, sauf la dernière, sont des contradictions dans les termes et confèrent au récit un caractère facétieux.
Mais à commencer par le taoïste, surtout le dernier personnage échappe à cette nomenclature fantasque. Kukai a choisi de l'appeler Kame Kotsiji, ce qui voudrait dire à première vue nom d'emprunt. Kame est un terme qui s'emploie encore en japonais moderne, n'est-ce pas? Le pseudonyme, le nom d'emprunt. Donc ça voudrait dire à première vue Kame, le nom d'emprunt, le mendiant. Mais nous savons qu'il est bouddhiste, et donc nous pouvons déjà traduire mendiant, Kotsuji, dans le texte chinois, ce qui est une appellation en quelque sorte laïque, n'est-ce pas? Le J, ici, ne veut pas dire l'enfant, mais c'est une espèce de formateur de nom de personnage dans le chinois. Donc on pourrait dire que ça cache un koshi ou kojiki, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas mis les caractères ici, mais vous voyez ce dont il s'agit, donc qui est la traduction courante du sanskrit bhikshu, le moine. Le moine dans le bouddhisme est le mendiant, donc formé sur un terme sanskrit qui veut dire donc mendier, et bhikkhu en pali. Donc le mendiant est ici une traduction du mot moine, tout simplement. Alors, une fois que la couleur bouddhique est donnée par ce dernier mot de Kotsuji, Kotsujiki, il n'est pas difficile de voir que le nom lui-même prend une autre nuance bien plus profonde que celle de nom d'emprunt ou de pseudonyme. À vrai dire, cela ne surprendra pas ceux qui ont assisté au cours précédent. Et il est vrai que la lecture Kaon de Kame camoufle la portée réelle du terme. Nous savons donc que depuis 792, cette lecture devait être imposée, non seulement dans les institutions d'enseignement, mais aussi dans les temples et dans la liturgie bouddhique. Le livre de Kukai, rédigé au cours de cette nouvelle vague, ne pouvait donc qu'être lu selon la nouvelle prononciation. Mais le terme de mendiant, c'est-à-dire moine mendiant auquel il est apposé, nous incite à passer mentalement du Kaon au Goon, l'ancienne prononciation bouddhique, qui devait être remplacée pour retrouver le vrai sens de ce terme. Si je le lis Kemyo, n'est-ce pas, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. Donc, l'Ukemyo, il est le terme consacré pour rendre le sanskrit prajñapti, que je traduirais volontiers avec Louis de la Vallée-Poussin par désignation, l'appellation conventionnelle ou conditionnelle, provisoire, qui est à dépasser. C'est, pour ceux qui ont lu le nom de la rose, n'est-ce pas, de Umberto Eco, l'équivalent du flatus vocis, n'est-ce pas, le souffle de voix. Les noms n'ont aucune consistance, ils servent à désigner quelque chose, mais ne sont rien en eux-mêmes. À l'opposé de ces kémios, de ces dénominations aussi, n'est-ce pas, je préfère traduire par dénomination qui garde le mot de mais, n'est-ce pas, qui veut dire le nom. Donc, à l'opposé de ces dénominations sont les Dravya Dharma, que le même savant, La Vallée-Poussin, traduit par la chose en soi, et qui est traduit en sino-japonais par Jitsu ou Jitsumotsu. Ce terme ne peut être inconnu d'un religieux savant, puisqu'il apparaît dans 2 textes bouddhiques fondamentaux au moins, qu'il serait impossible qu'il n'ait pas lus. Je vous passe les autres, évidemment. Tout d'abord, dans le traité du milieu de Nagarjuna, donc le Churon de Ryūjū Bosatsu, l'un des textes qui donne leur nom à l'école des 3 traités, le Sanronshu, que nous avons mentionné au dernier cours. Ce texte est le suivant, n'est-ce pas? Si on le lit en japonais, je vous ai donné le kundoku en dessous pour que vous voyez bien ce dont il s'agit. Innen yori shōzei shi tokoro no hō wa ware sunawachi kore kunari totoku. Mata kore o kemyo to nasu. Mata kore chudo no gi nari. Ce qui donnerait une traduction comme « Les entités nées des causes et conditions, je les expose comme étant vacuité, et aussi, on pourrait dire même, mais aussi, comme étant dénomination conditionnelle, et encore comme ayant pour sens la voie médiane. » Le traité du milieu était fort lu des religieux attirés par la métaphysique, mais était malgré tout un objet d'étude spécialisé. Il en allait autrement de la somme de quiétude et de contemplation, dont nous avons déjà vu l'an dernier l'importance qu'elle eut non seulement dans le bouddhisme de Heian, mais aussi dans la culture générale de l'époque. Et certains se diront, mais c'est Saicho qui a importé le Tendai en même temps que Kukai. Est-ce que Kukai aurait connu ces textes? Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au cours dernier, c'est ce que j'appelle la trilogie, avec Jérôme Ducor, la trilogie du Tendai, c'est-à-dire le Tendai Sandaibu, les 3 grands traités du Tendai, avaient été importés au Japon déjà par Ganjin dès le milieu du 8e siècle.
ils étaient connus déjà au Japon, et Kukai les avait certainement lus. Et c'est d'ailleurs un texte qui est cité par Kukai lui-même. Or, ce même vers est cité dans la préface que Guanding Kanjo, le disciple de Joi Chingi, le maître du Tendai, rédigea au traité de son maître. Et il est aussi cité plusieurs fois dans le texte. Vous vous souvenez peut-être que c'est sur ce vers qu'est fondé le dogme des trois vérités, le Santai. C'est important dans le Tendai. Les trois vérités qui sont celles de vacuité, ku, conditionnalité, ke, le ke de Kemyo, et la médianité, chu. En appelant son moine mendiant dénomination conditionnelle, et pas seulement nom d'emprunt, et tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme ne peuvent que le lire comme cela, Kukai le désigne de façon très pertinente, puisqu'il va amener le jeune débauché qui lui a été confié à la vérité du bouddhisme ésotérique. C'est déjà quelque chose de très important, et je m'étonne que ce ne soit pas souvent relevé malgré tout. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Alors là, il faut faire un pas supplémentaire, mais je vais maintenant parler de ce qu'on a pu faire de cette appellation. En effet, comme vous le savez, et comme je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, l'appellation courante et ancienne des caractères syllabiques des japonais est kana, qui est la forme apocopée, la forme coupée, abrégée de karina, karinona, sans doute par l'intermédiaire d'une forme kanna, n'est-ce pas? Karina, kanna, kana. Il devrait être inutile, mais il est peut-être nécessaire de répéter ici que cette appellation est en réalité la lecture explicative du composé qui nous intéresse, kame, kemyo. Kana s'écrit exactement comme kame et kemyo, simplement on le lit autrement. Bien que les historiens de l'écriture japonaise ne prennent généralement pas garde à ce qui semble être à leurs yeux une coïncidence, il faut rappeler que l'élaboration de ce syllabaire s'est faite essentiellement dans les milieux monastiques. Nous aurons l'occasion de le répéter, mais souvenons-nous dès maintenant que les deux principales dispositions dans lesquelles s'est transmis le syllabaire sont toutes deux intimement liées au bouddhisme. Nous aurons sans doute l'occasion de parler plus longuement du célèbre Idoha no Uta, Idoha ni Oedo, Chirinuru, etc., qui est attesté bien plus tard, au XIe siècle, mais qui est attribué de façon persistante à Kukai. Bien que cela ne puisse être soutenu sans quelque invraisemblance, le fait que des trois poèmes ou comptines mnémotechniques destinés à faire retenir le syllabaire, celui qui a supplanté complètement les autres au point de les reléguer dans l'oubli, fut précisément le Idoha no Uta, dont le sens bouddhique est éclatant, rendent sans nul doute compréhensible, sinon plausible, son attribution à celui qui était à la fois un grand religieux et un héros culturel, profondément lié à la calligraphie et donc à l'écriture. Donc, il y a eu deux petites comptines qui ont précédé sans doute le Idoha no Uta. Plus personne ne les connaît. L'une est plutôt bucolique, qui parle de chant, etc. L'autre est simplement une récitation, disons, phonétique. Mais c'est celle-ci dont le caractère bouddhique est évident, nous en reparlerons une prochaine fois, qui a été retenue jusqu'à nos jours, mais qui a été attribuée à Kukai sans aucune raison à première vue. Vous voyez peut-être où je veux en venir à ce moment. L'autre disposition pourrait être attribuée à Kukai, avec bien plus de vraisemblance, puisqu'il s'agit d'un ordre calqué sur celui de l'alphabet, ou plutôt des alphabets servant à noter la langue sanscrite. Donc vous avez deux choix, n'est-ce pas, encore jusqu'à récemment, et même encore dans certaines bibliothèques japonaises, pour classer les choses dans l'ordre alphabétique, vous pouvez choisir l'ordre de la petite comptine, I, Do, Ha, Ni, Ho, et To, ou bien Akasatana, l'ordre phonétique. Comme j'y ai fait allusion à propos de son catalogue des objets rapportés, le Shorai Mokuroku, Kukai fut celui qui transmit au Japon pas moins de 42 textes concernant l'écriture brahmique et les dharani. Lui-même a laissé 2 ouvrages sur le thème de l'écriture brahmique, j'y reviendrai tout à l'heure, appelés indifféremment Bonji ou Shittan. Ce dernier terme, bien qu'indiquant en fait l'une des écritures brahmiques, c'est un genre d'écriture, fut en fait utilisé comme un synonyme de Bonji au Japon. Que l'origine en soit ou non Kukai lui-même, il est hors de doute que l'ordre sanscritisant qui fut adopté dès l'époque de Heian et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours
supplantant d'ailleurs l'ordre Iloha maintenant, est issu des milieux monastiques familiers de l'ordre sanskrit, qui, rappelons-le, est sans doute le seul ordre alphabétique au monde, enfin, c'est toujours difficile de dire cela, mais là on peut, en tout cas en Eurasie, c'est le seul ordre alphabétique qui soit fait selon des critères purement linguistiques de classification des thèmes, des phonèmes. N'est-ce pas ? Le ABCDEF n'a aucun ordre en réalité. Ce n'est pas un ordre, c'est un ordre peut-être mnémotechnique, mais ça ne repose sur rien. Tandis que l'alphabet sanskrit, la façon dont on apprend l'alphabet sanskrit, c'est une classification par phonème, n'est-ce pas ? Ka, ka, cha, cha, ja, ja, etc. Vous apprenez l'alphabet en même temps que vous apprenez la classification phonétique des phonèmes selon la grammaire indienne. Donc c'est un ordre tout à fait rationalisé. Alors on pourrait m'objecter, c'est pour ça que je l'ai mis ici, que l'ordre que nous connaissons maintenant, pour ceux qui s'amuseraient à aller voir une grammaire sanskrite, n'est-ce pas, l'ordre japonais que nous connaissons maintenant, Akasatana Hamayadawa, diffère manifestement de l'ordre indien, à cause de la position de sa et de wa. Si on veut fidèlement suivre l'ordre phonétique indien, il aurait fallu transformer le syllabaire japonais, le faire se terminer par la, wa, sa, ha. Mais un linguiste tel que Roy Andrew Miller, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, remarque qu'il n'en est rien, que ce n'est pas du tout une absurdité phonétique, donc ce n'est pas quelque chose qui contredit cette théorie, enfin ce qui n'est pas une théorie, c'est évident, mais ce n'est pas quelque chose qui montre que les Japonais n'avaient pas bien compris ce qu'était l'ordre phonétique indien, puisque à l'époque ancienne, le sa se prononçait cha, et le ha, comme vous le savez, et comme c'est encore la règle dans certains, peut-être même un seul dialecte de Okinawa, mais qui était certainement encore au début de Heian prononcé ainsi, le ha se prononçait pa, n'est-ce pas ? Ce qui fait que l'ordre indien était bel et bien respecté et que l'ordre des kanas est bien calqué sur l'écriture brahmique, qui est sans contredit intimement liée au bouddhisme et donc au milieu monastique. Dans ces conditions, le nom que Kukai a donné aux moines qui exposent dans son écrit de jeunesse les positions les plus élevées du bouddhisme présente un intérêt considérable. Que l'on m'entende bien, je ne cherche pas le moins du monde à soutenir que le nom de Kame, Kotsuji, nom d'emprunt le mendiant, ou mieux encore, dénomination provisoire le mendiant, que ce soit lu, répétons-le, Kame ou Kemio, n'est-ce pas ? On pourrait dire, comme on le lit Kame, ça veut dire nom provisoire, ça veut dire nom d'emprunt. Mais à l'époque de Heian, à cette époque charnière Nara-Heian, c'était la prononciation Kame qui avait été imposée, même pour les textes bouddhiques, je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la liturgie, pour les sutras, etc., on avait demandé de tout lire en Kang. Donc ça ne veut pas dire du tout que Kame ne signifie pas Kemio. J'espère que je suis clair. Donc il n'est pas du tout, je ne cherche pas du moins du monde à soutenir que le nom de Kame ait été choisi par Kukai en raison du jeu de mots avec kana, caractère syllabique japonais. Ce serait d'autant plus invraisemblable que le terme de kana n'existait probablement pas à l'époque. Bien que l'on ne sache pas exactement à partir de quelle date il est entré dans l'usage, c'est certainement beaucoup plus tardif, quelque part au cours du Xe siècle. Il est cependant loin d'être impossible que, à défaut du terme kana à proprement parler, la connotation de kemio avec l'écriture ait été présente à l'esprit de Kukai. Car ainsi que je l'ai déjà signalé, nous avons un composé fort voisin, kemio-ji, que je vous donne ici, dénomination provisoire, qui, en raison du troisième terme ji, signe d'écriture, qui est le terme que je traduis graphème dans le titre de l'ouvrage de Kukai que nous allons étudier. Donc ce composé peut très bien se lire en lecture explicative, bien qu'on le lise le plus souvent kari no myoji, il pourrait se lire aussi kari nanoji, kannanoji, kananoji, c'est-à-dire signe d'écriture des dénominations provisoires. Une occurrence de ce kemyoji s'en trouve dans un traité bouddhique important, attribué au docteur indien Hari Varman, le traité sur l'établissement du réel, le Jōjitsunon, texte sur lequel, on s'en souvient, est fondée l'une des 6 écoles de Nara, le Jōjitsushu. Il est douteux que ce texte fondamental pour l'époque ait échappé à la curiosité encyclopédique et à la mémoire phénoménale de Kukai. Mais l'autre occurrence est infiniment plus importante, car on se souvient qu'elle se trouve dans le sutra sans contredit le plus répandu au Japon, déjà à cette époque, le sutra du lotus,
au chapitre 2, c'est pas le chapitre des expédients salvifiques, au Benbon, l'un des deux plus importants du Sutra du Lotus, et que tout le monde avait lu, au moins ou entendu dans la liturgie. Ce passage est le suivant, n'est-ce pas? Je vous le donne ici en chinois. Yui Uichi Jo Muni Yakumusan, Jo Buppo Ben Setsu, Tanni Kemyoji, Indo Yoshujo. Il n'existe qu'un seul et unique véhicule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Hormis les expédients prêchés par l'éveillé. Vous voyez que vous avez donc le Ichijoho. Vous avez vu que ce terme apparaissait dans le poème final de Kukai, n'est-ce pas? Kinsen Ichijoho. Vous l'avez ici dans ce texte. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais il faut accepter Jo Nozoku, ce qui est prêché par le Bouddha en matière d'expédient salvifique, c'est-à-dire tout ce qui est la prédication adaptée aux êtres, et qui se fait seulement par des caractères provisoires afin de guider les êtres. Vous avez exactement la fonction des kana, qui est de noter le japonais parlé pour aider le peuple, shujo, à aller à Ichijo no Ho. On voit qu'il n'y a rien qui nous empêche de penser que Kukai pouvait aussi mettre en jeu le sens d'enseignement expédientiel destiné à guider les êtres dans le nom qu'il a choisi pour le moine, qui doit guider l'archétype de l'être perdu dans les attraits du phénoménal. Les dénominations provisoires, parce que n'oubliez pas que Ke, donc c'est le phénoménal par opposition au Ku, n'est-ce pas, qui est le vide. Et d'ailleurs, on pourrait penser, vous vous souvenez que le nom du taoïste est Kyomu, et qui est un équivalent de Ku, n'est-ce pas, de vide, de vacuité. Donc on aurait Ku d'un côté, Ke de l'autre. Les dénominations provisoires sont donc les expédients linguistiques aussi, dans la mesure où la loi est prêchée dans la langue vernaculaire. Mais encore une fois, je considère qu'il est infiniment peu probable que Kukai ait eu en tête le sens de kana, qui n'existait sans doute pas à son époque. En revanche, il me semble plus que vraisemblable que le nom de son moine, lorsqu'il fut lu, donc Kame Kotsuji, n'est-ce pas, lorsqu'il fut lu par les bouddhistes des générations suivantes, à l'époque où l'appellation de kana s'était bien implantée, résonnait fortement avec ce mot, et qu'il a contribué à renforcer l'association que l'on fit entre le nom de Kukai et l'élaboration de l'écriture japonaise, les kana. Ainsi, la première œuvre de Kukai, quoique de manière indirecte, propose à la postérité un lien qui le relie à l'écriture syllabique japonaise, dont l'invention même lui est par ailleurs prêtée. Nous reviendrons bien sûr sur cette question qui concerne immédiatement le statut de la langue japonaise. Pour l'instant, nous continuons notre brève revue des principales œuvres du grand maître. Et avant que de passer à ce qui relève directement du bouddhisme, véritablement du bouddhisme, il faut au moins mentionner un ouvrage important qui révèle son intérêt pour les questions de langue, ou au moins du style, mais les deux vont ensemble. Car n'oublions pas que le chinois classique, du moins la composition en chinois classique, exige le maniement d'une langue étrangère écrite, quand bien même sa réalisation orale, le kundoku, serait en japonais. Comme cela était certainement le cas pour la plupart des lettrés, même du temps de Kukai, malgré la réforme. Sa grande œuvre en ce domaine est le Bunkyo Hifuron, daté probablement de 819. C'est sans doute le moins bouddhique de ses ouvrages, mais justement pour cette raison, il eut son propre destin littéraire, est encore à présent très étudié, non seulement par les sinologues japonais, mais à date plus récente par les sinologues chinois, les spécialistes chinois. Ce livre, alors là, il y a aussi des traductions qui sont dominantes dans le monde anglo-saxon, je proposerai celle-ci plutôt, on pourrait traduire par le traité de la bibliothèque privée, Hifu, n'est-ce pas, il faut dire bibliothèque secrète ou privée, soit qui n'est pas publique, soit qu'on ne montre pas. La bibliothèque privée du miroir littéraire, c'est-à-dire la bibliothèque privée qui constitue un miroir de la littérature. Il se situait pleinement dans l'âge d'or de la littérature de style chinois au Japon, et qui, à cette période, donc allant de la moitié du 8e au début du 10e siècle. Destiné à un public laïque, c'est-à-dire essentiellement les fonctionnaires de la cour impériale, il a pour but d'expliquer toutes les catégories stylistiques dont la connaissance est indispensable à la composition littéraire, en prose comme en poésie, en présentant une copieuse sélection de textes des 6 dynasties et des Tang.
On y trouve une présentation des phonèmes du chinois, des 4 tons, des 6 modes poétiques, des 29 modèles de sentences parallèles, des styles de calligraphie, des erreurs de composition et de prosodie, etc. Kukai transmet ainsi au Japon l'essentiel du savoir-faire littéraire chinois de son époque. Nombre de textes qu'il cite ont disparu en Chine ou ont été retrouvés par chance parmi les manuscrits de Tunhuang. Ce texte de Kukai, dont il existe aussi une version abrégée que l'on peut traduire par l'essentiel de la rédaction littéraire, Bumpitsu Kanjinsho, mais dont on n'est pas sûr de l'authenticité pour la version abrégée, a été très lu et étudié au Japon par tous ceux qui cultivaient le style sino-japonais. C'est sans doute lors de son séjour en Chine qu'il a commencé à recueillir les matériaux pour ce travail, consistant essentiellement en citations raisonnées d'auteurs chinois, ce qui est l'un des procédés non seulement de Kukai, mais des savants japonais de l'époque. Bien que la rédaction définitive en fût faite près de 15 ans après son retour, il témoigne de la puissance de travail et des capacités de synthèse de l'auteur. Il faudrait ajouter que l'influence de l'ouvrage dépasse le domaine de la littérature sino-japonaise. Par exemple, les 6 modes de composition poétique, les rikugi, qu'il y expose, se retrouvent, on s'en souvient peut-être du cours de l'an dernier, repris sous 2 registres dans les préfaces japonaises de Kino Yoshimochi, dans les préfaces chinoises de Kino Yoshimochi et japonaises de Kino Tsudayuki, du premier grand recueil poétique purement japonais qui paraîtra à l'issue de cet âge d'or sino-japonais, le Kokinshu, en 905, n'est-ce pas ? Les poèmes de jadis et d'aujourd'hui sont préfacés, vous vous en souvenez, avec 2 préfaces, l'une en chinois et l'autre en japonais, où l'on expose ces rikugi, ces 6 modes poétiques. Les 2 préfaciers s'évertueront à insérer le registre poétique japonais dans le cadre de ces 6 modes, qui ont été conçus à l'origine pour classer en catégorie les poèmes chinois du livre des odes, n'est-ce pas, le Shikyo, Shujing. La diffusion de la bibliothèque privée de Kukai permit de propager, le Hifuron, permit de propager la connaissance des catégories littéraires chinoises qui furent ainsi appliquées à la poésie japonaise. Il en est de même des enseignements sur les défauts ou vices, les bio, n'est-ce pas, yamai, de composition qui sont décrits dans les préfaces auxquelles je viens de faire allusion. Déjà dans cet ouvrage, donc, Kukai, tout en se montrant un maître de la langue chinoise, a aussi posé les bases du développement des théories langagières et littéraires japonaises. Avant de passer à des aspects de son œuvre plus proches du thème de ce cours, je voudrais évoquer un dernier ouvrage important de Kukai, qui concerne cette fois pleinement le bouddhisme, mais témoigne aussi de sa place au sein du monde religieux et poétique, du monde religieux et politique de son temps. Nous avons déjà fait allusion aux 6 ouvrages sectaires. Nous avons déjà fait allusion aux 6 ouvrages sectaires, aux 6 livres des écoles de l'ère Tenshō, les Tenshō Roppon Shūshō, commandités par l'empereur Junna autour de 830, auprès des 4 écoles de Nara, le Kegon, le Hossō, le Ritsu et le Sannon, et des 2 nouvelles écoles de Heiankyo, le Tendai et le Shingon, n'est-ce pas ? Les auteurs en étaient des moines considérés comme les plus versés dans les doctrines ou les plus importants dans la hiérarchie. Pour le Tendai, par exemple, c'est à Gishin, dont nous avons vu qu'il avait été le compagnon et l'interprète de Saichō en Chine, mais aussi il avait été le premier patriarche, le Zasu, n'est-ce pas, de l'école Tendai officiellement nommée au Japon. Il a été nommé après la mort de Saichō, puisque Saichō n'a pas reçu le décret impérial officialisant son école en 822-823. Donc il n'est pas étonnant dans ces conditions que ce fût à Kukai de porter la bannière du Shingon. Il le fit dans un texte vaste et même démesuré en regard des 5 autres compendia. Alors, il s'agit de ce qui devint son œuvre doctrinale sans doute la plus connue, le plus souvent sous le nom de Juju Shinnon, ou traité des 10 demeures, littéralement, ou stations de la pensée, dont le titre complet est le traité des 10 demeures de la pensée dans les mandalas secrets. Donc, les Juju Shinnon ou Himitsu Mandala Juju Shinnon. Divisé en 10 livres, ce livre occupe 60 pages de 3 travées dans le canon bouddhique de l'ère Taisho, comparé par exemple aux 18 pages que fait le texte de Gishin. Vous voyez qu'il est au moins 3 fois plus long. Faudrait-il considérer cette disproportion comme le signe d'une place privilégiée qu'aurait eu à l'époque Kukai dans les faveurs impériales ?
Cela n'est certes pas impossible, puisque nous avons vu à quel point il avait affirmé sa position grâce à l'amitié de l'empereur Saga, père de Junna. Mais on pourrait aussi se demander si l'abrégé que Kukai lui-même a rédigé de son ouvrage sous le titre de Hizo Hoyaku, ou la clé précieuse du trésor secret, qui fait seulement une douzaine de pages dans la même collection canonique, n'avait pas été fait pour s'en tenir davantage au format des autres traités. Mais il est certain que c'est le texte complet, et non le compendium, qui est toujours présenté comme la contribution de Kukai à cet appel impérial, et que le déséquilibre a donc été maintenu par l'historiographie bouddhique postérieure. Dans ce texte, qui se présente avant tout comme un assemblage de citations, Kukai se livre en profondeur à un examen de l'ensemble des doctrines bouddhiques, afin de les hiérarchiser et de démontrer la supériorité de l'enseignement ésotérique, dont le point culminant est bien sûr le Sutra de Mahavairochana, le Dainichi Kyo. Cet exercice est en soi une pratique très courante dans les différentes écoles du bouddhisme, et en particulier cultivée dans l'école Tendai, qu'il a presque théorisée, pourrait-on dire. On l'appelle examen critique des doctrines ou classification doctrinale, Kyo-han. Je pense, oui, c'est le Hihan no Han, n'est-ce pas, et Kyo-oshie. Et il est bien évident que le résultat en est prévisible à chaque fois. C'est toujours l'enseignement de l'école à laquelle appartient celui qui s'y livre qui est supérieur. On peut remarquer que ce qui se passe pour le dernier ouvrage doctrinal de Kukai, puisque le Jujushin no est sa dernière œuvre, sa dernière grande œuvre, si l'on nommait le Go-Yui-Go, n'est-ce pas, qui est une sorte de 25 recommandations, littéralement, qui concernent à la fois, il y a des notices autobiographiques et aussi des notices sur l'administration des monastères, sur la liturgie, etc. Donc c'est un peu à part. Donc, on peut remarquer que ce qui se passe pour le dernier ouvrage doctrinal de Kukai reprend de façon bien plus systématique et approfondie ce qui a été présenté sous la forme d'une narration romancée dans son premier écrit, La convergence des trois enseignements. C'est à présent le docteur de l'école qui présente les 10 étapes de la pensée, allant successivement des états mentaux comparables aux animaux et à l'état d'enfance, passant par ceux correspondant aux 2 premiers véhicules, les auditeurs et Bouddha pour soi, les Shomon et Dokkaku, qui sont caractéristiques du petit véhicule, avant d'accéder aux différentes étapes du grand véhicule, les doctrines du Hosso, puis du Sannon, du Tendai et du Kegon. Vous voyez que c'est la hiérarchie donc donnée par Kukai, la hiérarchie montante, et le Tendai est dépassé par le Kegon, et pour arriver enfin, après ces 9 états exotériques, Ken ou Kengyo, à l'étage ultime de l'ésotérisme, donc le Mikkyo. La question se pose de savoir si l'ésotérisme absorbe ou non en lui les étapes précédentes, ce qui ferait donc 9 états exotériques et 10 ésotériques, ou s'il en est séparé, ce qui donne 9 états ésotériques et 9 états exotériques et 10 ésotériques. C'est très difficile à lire 3 fois de suite, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons l'aborder ici, bien que ce soit le texte même de Kukai qui conduise à cette question, puisque la position de Kukai est différente dans les 2 traités. Dans le traité complet et le compendium, il a 2 positions qui peuvent être interprétées de façon différente. La question du rapport entre les 2 modes d'enseignement avait d'ailleurs déjà été traitée dans un petit écrit antérieur de Kukai, rédigé probablement vers 815, 15 ans donc avant les distations, et intitulé « La distinction des 2 enseignements exotériques et ésotériques », le Benken Mitsunikyo, où l'on trouve l'idée très intéressante, encore une fois pour ce cours, selon laquelle les doctrines exotériques ou manifestes, ne pouvant démontrer que l'ineffabilité de la dimension réelle qui se situe au-delà du phénoménal, donc au-delà du quai, n'est-ce pas, vous avez la dimension réelle, le jitsu. Et à ce sujet, on peut penser au Gongo Dodan, qui est une locution très courante en japonais, n'est-ce pas? Vous les trouvez dans les journaux parfois. Gongo Dodan, littéralement, la voix du langage s'interrompt, est coupée. Alors maintenant, ça veut dire qu'on ne trouve pas les mots pour exprimer son indignation, mais dans le traité, ça vient du Makashikan, du mot Rojegwan, n'est-ce pas, la somme de contemplation de Chingi, du maître du Tendai, et ça veut dire que justement la voix de la parole, la voix du langage est impuissante à aller au-delà de la réalité phénoménale que nous avons, et la doctrine réelle est ineffable.
Alors, donc, puisque c'est, en quelque sorte, les doctrines exotériques reconnaissent d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas accès à cette réalité, il leur est impossible d'avoir recours aux graphèmes et phonèmes des langues humaines pour exprimer ces aspects métaphysiques. L'ésotérisme, en revanche, selon Kukai dans ce texte, peut s'appuyer sur des instruments linguistiques qui lui sont propres pour donner une idée de cette réalité. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Kukai, dans ce texte, prévoit ce qu'il va expliquer dans les textes que nous allons voir, c'est-à-dire que l'ésotérisme peut utiliser le langage ou les signes du langage, n'est-ce pas, J, Sho, J, n'est-ce pas, les graphèmes, les phonèmes et les graphèmes, pour accéder à une vérité qui n'est pas accessible dans les autres écoles. Nous voyons à quel point cette idée est importante pour notre propos. Poser contre l'ineffabilité de l'exotérisme, ce que j'appellerais l'effabilité, c'est un terme qui existait autrefois, de la réalité bouddhique, s'entend, qui est ontologiquement différente de la réalité conventionnelle qui est la nôtre, et redonner aux instruments linguistiques qui sont censés le faire une puissance qui leur est déniée depuis Nagarjuna au moins. Nous pourrions bien sûr continuer à présenter les autres œuvres bouddhiques de Kukai, mais nous arrivons déjà au cœur de notre questionnement de cette année. Ces instruments linguistiques dont nous parlons existent bel et bien. Ce sont les lettres brahmiques et les paroles de vérité, les bonji et les shingon, que Kukai a transmis au Japon en même temps que l'enseignement qui fonde leur puissance expressive et descriptive. Les ouvrages qu'il a consacrés à ce thème forment un groupe cohérent dans son œuvre. Tout comme dans ses livres rapportés de Chine, les ouvrages en traitant constituent déjà un corpus considérable. Il est donc grand temps de nous tourner vers ces écrits de Kukai. Il faut d'abord en mentionner d'ores et déjà deux qui présentent très concrètement l'écriture brahmique. Tout d'abord, l'alphabet Siddham en lettres brahmiques et l'interprétation de leur sens. Bonji Shittan Jimo Narabini Shakugi. Les puristes qui sont dans cette salle noteront qu'on lit traditionnellement le mot Jimo, on le lit Jimo, n'est-ce pas? Alors que si on le lisait en Kaon, comme l'époque de Kukai devait le faire, on lirait Jibo. Ça veut dire les lettres alphabétiques. Tout ce qui est alphabet, le terme Jimo dans le japonais même moderne désigne à la fois les kana, les bonji et les romaji, n'est-ce pas? Donc, alors la division, bonji, c'est le terme général pour dire tout ce qui est système graphique indien. Il y en a énormément. Il suffit de voir encore de nos jours l'écriture indienne, c'est divisé en Inde même, puisque vous avez au moins une quinzaine ou une vingtaine d'alphabets courants différents, n'est-ce pas? Et puis, elle a essaimé vers le tibétain, qui est aussi un alphabet d'origine indienne, et jusqu'à Java de l'autre côté, en passant par le thaï, le cambodgien, etc. Donc tout ça, on pourrait considérer que ce sont des bonji. Le Shittan est un caractère plus restreint, c'est-à-dire ça désigne l'écriture, l'espèce de bonji qui s'est propagée en Extrême-Orient. Elle vient d'un mot sanskrit siddham, qui veut dire la perfection, et c'est simplement, semble-t-il, qu'à la fin, vous savez, on voit même encore au Tibet des jeunes moinillons s'entraîner à l'écriture traditionnelle, et souvent dans cette écriture, les tablettes se finissaient par le mot siddham, c'est parfait, c'est achevé, et c'est une sorte de point final et de bon augure en quelque sorte, et on a repris cette formule terminale pour désigner ce type d'écriture du nord de l'Inde. Si vous connaissez un peu le tibétain et si vous regardez l'alphabet Shittan utilisé encore au Japon très souvent, n'est-ce pas encore maintenant, on verra plus tard dans quelle façon il est utilisé, vous verrez qu'il y a énormément, les trois quarts des formes sont identiques. Donc on voit à peu près le cheminement de cet alphabet. Alors, Siddham, ce sont les bonji que vous avez au Japon, si vous voulez. Mais au Japon, tout le monde dit bonji maintenant, le mot Shittan est pratiquement plus connu. Donc ce texte date de 814. C'est un exposé clair et systématique de l'écriture indienne avec son sens symbolique, qui est très important, et donc avec les 50 lettres qui les composent dans la tradition de Kukai.
L'ordre est bien sûr celui des Kramériens indiens. Et c'est celui que l'on retrouvera, ainsi que nous l'avons dit, dans l'ordre des Kana qui s'est imposé au Japon. Nous avons aussi le Daishi Tansho, ou grand texte sur le Siddham, qui date de 835, de l'année même de la mort de Kukai. Mais c'est à peine un texte, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une présentation sans commentaire des lettres et de leurs combinaisons possibles, qui dépasse la dizaine de milliers. On compte aussi la partie du catalogue des objets rapportés décrivant les textes sur l'écriture brahmique comme une sorte de troisième fascicule, de troisième ouvrage, de troisième opuscule sur la question. Nous voyons en tout cas que Kukai a rapporté très concrètement de Chine un instrument linguistique, un système d'écriture qui, par-delà la culture chinoise qui irriguait alors le Japon à plein flot, allait donner à l'écriture japonaise une valeur, une légitimité, pour reprendre un mot à la mode, qui transcenderait l'écriture chinoise et en ferait elle-même un moyen d'expression de l'ineffable. Nous avons vu que le nom de Kame, Kemyo, donné à son personnage bouddhique dans le Sango Shiiki, la convergence des trois doctrines, ne demandait qu'à être lu kana une fois que ce système se serait implanté. Que cette lecture ait pu être faite est justifiée par sa transmission de l'écriture brahmique, par Kukai donc, qui ne peut certes pas être le modèle des kana, puisque nous avons vu que le système phonétique, la distinction des phonèmes essentiels de la langue était déjà élaborée au début du 8e siècle, et même certainement avant, sur la base des procédés chinois de transcription du sanskrit. Mais c'est la réorganisation de ces kana selon l'alphabet brahmique qui a forcément Kukai pour origine ultime, et explique qu'il ait été plus tard considéré comme leur inventeur. Nous présenterons au prochain cours les écrits plus longs que Kukai a consacrés au sens religieux de l'écriture brahmique. Je vous remercie pour aujourd'hui.